Bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui, ce soir, tout dépendant à quel moment vous écoutez cette vidéo, pour un tout nouveau montée de niveau, ces entrevues que je fais avec des personnalités du monde rôliste ludique. Et j'ai la chance aujourd'hui, encore une fois, de m'entretenir avec une personne située bien loin de moi, de l'autre côté de l'océan, alors que nous avons pu concorder nos horaires. Et ainsi, je suis accompagné de Monsieur Sandy Julien. Donc, bonjour Sandy, ça va bien? Ça va, super. Merveilleux. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Sandy, tu es traducteur, entre autres, de jeux de rôle. Parmi tes différentes passions, bien sûr, le jeu de rôle en fait partie et tu en as fait même une partie de ton métier justement via la traduction. Mais je vais te laisser, avant toute chose, de me faire une petite présentation, un petit pitch de qui est Sandy Julien. Vaste question, hein, si je savais. Oui, Je, effectivement, je ben, comprends. j'exerce le métier de traducteur depuis, c'est facile, j'ai commencé en 2000, donc ça fait 23 ans. Et donc, je traduis essentiellement du jeu de rôle parce que c'est ma passion. C'était la passion qui prenait le plus de temps dans mon emploi du temps à l'origine. Et puis, par la force des choses, je me suis mis à traduire d'autres choses. Je traduis aussi des romans, je traduis des bandes dessinées, j'ai traduit des jeux de plateau, évidemment, chez Edge, on traduit plein, plein, plein. Et, euh, et voilà, en fait, j'ai même traduit des notices pour jouer en plastique chez Asmodée. J'ai traduit des notices, des trucs monstrueux avec les passages comment insérer les petites piles dans le compartiment A. Oh mon Dieu Seigneur. Donc OK. Oh, ouais. j'ai fait, tu vois, j'ai fait les deux extrémités du spectre. Donc ça s'appelait Bulle le Dauphin, le petit jeu en plastique. Je m'en souviens, c'était affreux. Donc j'ai de Bulle le Dauphin jusqu'au roman Star Wars. Je pense que j'ai parcouru une bonne partie du spectre possible des traductions. OK, oui, j'imagine. Aïe, traduire Bulle le dauphin. Parfait. Donc, oui, mais je suis très content, en fait, pour les gens qui nous écoutent, je suis très content d'avoir Sandy avec moi aujourd'hui parce que, comme il l'a dit lui-même, il en a fait, tu sais, son travail de la traduction de sa plus grande passion qui est le jeu de rôle. Et, tu sais, Sandy, on s'est souvent parlé en ligne, on a même souvent interagi sous les mêmes publications. Donc, de pouvoir discuter de vive voix avec toi présentement, je trouve ça très cool d'avoir l'opportunité de le faire et de pouvoir échanger avec quelqu'un justement qui baigne dans le milieu depuis très longtemps. Pour les personnes qui nous écoute, le montée de niveau, si vous n'êtes pas familier avec le format, la formule, c'est qu'au final, j'ai mon invité et je pige des questions au hasard. C'est une entrevue, tout ce qui est plus classique. Je pige des questions complètement au hasard qui peuvent aborder la sphère ludique, surtout la sphère rôliste, et des questions qui vont être spécifiques à l'invité, donc Sandy ici présent, ou des questions aussi qui sont très générales. Et on y va vraiment un peu à la bonne franquette selon ce que Sandy me répond aux questions. Je peux avoir des sous-questions. Mettons que je trouve qu'il a dit quelque chose d'intéressant, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Et on y va vraiment comme ça, selon son rythme et sa bonne volonté. Donc, c'est vraiment, tu es, tu es celui qui mène le bal aujourd'hui. Heureusement qu'on danse pas parce que sinon, Ça serait dévastateur. ce serait dévastateur. Je suis un super mauvais danseur. Moi aussi, c'est pour ça. Ça serait vraiment pas beau. Donc, on va commencer sans plus attendre. Dans le fond, auparavant, j'avais une petite pochette avec des petits morceaux de papier que je pigeais directement dedans pour pouvoir dire mes questions. Mais maintenant, avec une conscience écologique, j'ai tourné 100% en virtuel et j'ai une petite roulette virtuelle que je tourne pour avoir mes questions. Donc, on se lance avec la première question. Es-tu stressé? Ah, absolument pas. Absolument Alors, pas. non, 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 parce que tu vois, c'est comme parler à un copain. Hein, Ah, tu te- on peut estimer qu'on est déjà copain d'Internet, tu vois. mais oui. Donc, il n'y a pas de, voilà. Moi, j'ai laissé mon stress très loin à l'époque de l'adolescence. Il est resté là-bas. Et maintenant que je suis âgé, je refuse de stresser. Ben, c'est parfait parce que souvent je pose la question toujours en débutant parce que il y a des gens que le fait d'avoir des questions au hasard, ça les stresse et ils ne Ah savent pas non, comment débuter. non, Fait que, non. parfait. Au contraire, c'est d'autant plus rigolo parce que je me dis tu seras autant surpris que moi, donc ça va Oui, être marrant. oui, absolument, absolument. Des fois, il y a des questions que je suis un peu surpris de moi-même de me dire pourquoi est-ce que je les ai mis dans le paquet. Donc, on y va, on se lance. Première question, la roue tourne et il s'agit de spécifique pour toi, Sandy. Veux-tu me raconter un peu le parcours qui t'a mené à la prise de contact pour la traduction de jeux de rôle en général?
C'est une histoire toute toute bête. Moi, j'ai eu beaucoup de chance en fait dans mon parcours parce que à l'époque où est sorti le jeu Légende des Cinq Anneaux en Mhm. français, enfin Legend of the Five Rings, qui a été traduit en français, c'était traduit d'ailleurs sous le titre Le Livre des Cinq Anneaux. J'étais fan du jeu et j'étais quand je dis fan, voilà, ça occupait tout mon temps libre. C'était une période où je n'avais pas de travail et donc plutôt que de végéter, je me suis dit je vais faire un site internet. Donc j'ai créé un site internet consacré au jeu avec des petites aides de jeu, des choses comme ça. Et de fil en aiguille, je me suis inscrit aussi à une liste de diffusion. Alors à l'époque, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Mhm. ce genre de choses. Tout fonctionnait par liste de diffusion. Et donc la mailing list de Légende des Cinq Anneaux, dedans, il y avait Michael Croitoriu qui bossait chez Asmodée, et Asmodée qui traduisait le jeu. Donc on a discuté un petit peu sur Internet. On a beaucoup échangé, on s'est trouvé beaucoup de points communs et surtout on a beaucoup rigolé ensemble. Et à un moment, moi j'avais traduit en anglais. Il y avait des petites nouvelles humoristiques satiriques sur les gens des Cinq Anneaux qui étaient produites par un type qui avait le pseudonyme Yasuki Garu. Et c'était un peu de la parodie, c'était complètement délirant. Je me suis amusé à les traduire sur mon site. Et un jour, Michael Crotorius m'a dit, bah tiens, on continue, nous, la gamme Légende des Cinq Anneaux, le livre des Cinq Anneaux. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de bosser un petit peu avec nous, de voir un petit peu si tu peux traduire en pro? Donc, euh, donc on s'est rencontrés au monde du jeu, on en a parlé un petit peu plus, et puis finalement, bah alors le premier taf que j'ai fait, c'était pas les Légendes des Cinq Anneaux, c'était pour la Septième Mer, parce que Seven Sea venait de commencer en français aussi, et donc on m'a confié un gros morceau de trad de manière très c'était surréaliste, tu vois, parce que j'ai pas fait de test de trad ni rien du tout. Mike avait lu ce que j'avais fait sur Internet, il avait vu que c'était compétent parce que c'était de la traduction de choses où il y avait plein de jeux de mots, des choses qui sont d'ordinaire très difficiles à traduire. Et donc, il avait un échantillon de mon travail. Mais une fois qu'il m'a lancé sur Seven Sea, il m'a pas dit, par exemple, bah, tu vas nous faire 3 pages, on voit ce que ça donne. Ça a été vraiment la confiance. Et voilà, donc j'ai fait mon premier taf comme ça. J'ai beaucoup appris pendant les premières années. J'ai certainement commis des traductions qui étaient pas extraordinaires, dont j'ai pas honte aujourd'hui, mais que je relirai pas parce que je sais que j'ai beaucoup évolué depuis. Et au fur et à mesure, bah, j'ai essayé d'apprendre. Alors, j'ai vraiment eu de la chance, moi, de tomber à cette époque-là, parce que j'arrivais sans diplôme de traducteur particulier. Mhm. J'ai une licence d'histoire, moi. Donc, on m'a pas demandé de diplôme spécifique. C'était vraiment l'apprentissage sur le tas. Et donc, bah, à chaque traduction, c'était l'occasion, en voyant la version finale, de dire bon, il faut que je corrige ça et ça. Et donc, c'était un très long parcours personnel pour apprendre, pour passer de la traduction une forme de traduction qui était très littérale à une vraie adaptation du texte et à quelque chose qui j'espère, sonne désormais comme si ça avait été écrit en français, quoi. Mhm. Donc voilà, ça a été un très long travail. Mais merci vraiment à Michael Crotoriu, merci à Asmodée aussi à l'époque, Asmodée qui engageait beaucoup de gens comme ça, qui étaient des passionnés. Et il y en a pour lesquels, il y en a qu'on a perdu en cours de route, et il y en a pour lesquels c'est devenu un travail d'une vie, quoi. Mhm. Bah, Mais c'est j'ai fou, eu la mon chance d'en Dieu. faire partie. C'est vraiment Ouais, fou, en c'est fait, que ça ait débuté sans formation. Mais vois-tu, là, tu l'as mentionné concernant justement les formations de ce que tu avais à l'époque, la licence en histoire et tout ça. Mais est-ce que tu es allé par la suite te chercher une formation pour la traduction ou tu as vraiment continué sur la oui. pratique par rapport à... Ouais. Ouais, je me suis renseigné, si tu veux, pour avoir des formations. Alors, le souci, c'est que j'avais déjà, par la suite, j'ai eu un autre travail, donc j'ai été un petit peu coincé dans ma région. Donc, c'était difficile, par exemple, d'aller en fac, en université, ou même de faire Mhm. des cours à distance, c'était compliqué. Puis, j'ai cherché des formations en particulier de relecture, parce qu'on m'a proposé de faire de la relecture. Donc, j'ai cherché des formations dans ce domaine-là. Et il y avait 2 formations. Il y en a une qui coûtait extraordinairement cher, et donc que je pouvais pas me permettre de me payer. Et puis, il y en avait une autre qui coûtait pas cher du tout. Et quand j'ai regardé le programme et la façon dont c'était développé, je me suis dit, OK, cette formation-là, elle a 20 ans de retard.
C'est c'est bien pour c'est bien pour les gens qui enseignent. C'est pas bien pour les élèves parce qu'ils vont apprendre des choses qui sont déjà dépassées. Mhm. Notamment, on sait que la langue évolue énormément et que il y a des verbes qui passent. Par exemple, le verbe réaliser en anglais to realize. En français, on ne peut pas dire pour dire j'ai pris conscience normalement. Dans une langue correcte à 100%, on ne doit pas dire je réalise. On dit je prends conscience ou je me rends compte ou machin. Réaliser, c'est créer quelque chose. J'ai réalisé un bâtiment, j'ai réalisé, voilà. Cette formation-là, elle était très stricte sur ces aspects-là, mais donc elle était très passéiste. Par exemple, le verbe réaliser, c'était vraiment, tu vois, fallait surtout pas l'utiliser comme ça. Alors qu'en réalité, si tu regardes énormément de films, si tu lis énormément de romans, de choses pareilles, ben en fait, le verbe, il a fini par passer dans la langue courante et il s'utilise sans problème. Mais les mecs qui faisaient cette formation-là, ils étaient vraiment, eux, ils avaient une version de la langue qui était calée en, je sais pas, en 1980, et puis et qui n'évoluait pas quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis renseigné un peu à droite à gauche et ça a confirmé mon impression. Je me suis dit ok, donc tout ce que j'ai fait, bah, je suis allé à la Fnac, j'ai acheté un tas de bouquins grands comme ça et je me suis auto-formé sur plein de choses. Ça a été, mais on n'apprend jamais mieux que de deux façons, sur le tas, parce que bah, il faut faire pour apprendre à faire, Mhm. et en regardant ceux qui savent faire. C'est-à-dire Ouais. que quand tu lis, alors moi récemment j'ai lu des traductions de Pierre-Paul Durastanti, qui officie chez Le Bélial et qui fait beaucoup de romans de science-fiction, qui a traduit la première version de la boîte de Planescape pour Donjons et Dragons. Donc, quand tu as Ah. des termes du style, tu vois, les carcères, les choses pareilles, c'est Pierre-Paul et l'équipe de l'époque. Et quand tu lis une traduction de Pierre-Paul, tu apprends des choses parce que tu vois qu'il a un sens de la langue qui est très pointu. Voilà, c'est par cet intermédiaire-là que tu apprends. Parce que moi alors il y a des gens qui apprennent en fac, qui apprennent dans des écoles, qui apprennent très bien, mais j'ai travaillé avec des gens qui avaient des diplômes, qui avaient plus de diplômes que moi. J'ai chapeauté des gens qui avaient des gros diplômes et euh, et, et là, tu as le syndrome de l'imposteur. Ouais, ben Tu te oui, dis, c'est OK, sûr. moi, voilà, j'arrive avec ma licence d'histoire, j'ai appris sur le tas, et là, le mec en face de toi, bah, lui, il sort d'une école de traduction, Ouais. et d'un seul coup, tu regardes la traduction qu'il a commise, et tu te dis, finalement, alors, il sort de l'école de traduction, mais il n'a pas l'expérience. Voilà. Donc, Parce alors, que l'expérience c'est se pas le fait à cas. la lecture et à la prise de contact avec ce que les gens justement que tu vois traduire, puis les personnes que tu Mm, connais qui. OK. Parfait. Mais tout dans le à fond, fait. j'ai quand même une question Vas-y, par vas-y. rapport à ça parce que j'ai déjà plein de questions, mais j'ai souvent des sous-questions. Puis là, tu as dit énormément de choses que je trouve super intéressantes. Et une d'entre elles, c'est, tu l'as mentionné que c'était vraiment au début des années 2000 que tu as commencé à faire de la traduction, mais est-ce que tu considères Oui. qu'aujourd'hui, en 2023, avec, on va dire, l'évolution de la professionnalisation, est-ce que des gens peuvent encore se trouver, par exemple, des contrats dans le milieu, selon toi, avec justement seulement l'expérience et la pratique? Alors, je suis convaincu que oui. OK. Je suis convaincu que oui, mais il faut qu'ils cumulent déjà beaucoup de compétences parce que la concurrence commence à être rude. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils qui automatisent le travail. Il y a Ouais. des gens qui utilisent Google Trad pour faire de la trad. Et bon, on peut pas les en blâmer sur certains aspects, quoi. Mais ça rend une traduction qui est vraiment très mauvaise. Euh, mais ouais, il y a des ouvertures. Le truc, c'est que il faut vraiment être au bon endroit et au bon moment. Et moi, par l'intermédiaire de cette mailing list de Legend of the Five Rings, j'étais au bon endroit, au bon moment, avec juste ce qu'il fallait comme compétence pour entrer, et c'est passé. Et alors, j'ai exercé pendant 7 ans le poste chez Edge de relecteur. C'est moi qui m'occupais, alors officiellement, je m'occupais de la relecture. En réalité, je m'occupais d'engager les gens, c'est moi qui gère la répartition du travail, c'est moi qui établissais les glossaires, etc., etc. Et à l'époque, j'ai essayé de donner leur chance à beaucoup de débutants. Et c'est un peu la roulette russe, parce que tu tombes parfois sur des traducteurs exceptionnels, qui sont vraiment très très doués,
d'emblée et qui évoluent. Et puis tu tombes aussi des fois sur des gens qui évolueront pas, Mhm. qui ont. Et puis aussi, alors moi ça a été très difficile parce que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup ni d'autorité ni d'envie de diriger les gens. C'est vraiment pas mon truc. Moi j'aime bien travailler en solo dans mon coin. Et là je me suis retrouvé à la tête de plusieurs équipes et parfois il a fallu virer des gens. Il a Mhm. fallu leur dire non ça va pas, ça va plus. On va pas pouvoir te garder. Et ouais, ça a été vachement difficile, mais ça m'a permis de donner leur chance à des traducteurs et à des traductrices qui ont fait un beau parcours pour certains et avec lesquels je travaille encore aujourd'hui à l'occasion OK. et avec plaisir. Très cool, très cool. J'étais curieux de savoir justement ta vision de l'évolution, Mhm. mais si tu permets, on va y aller avec une prochaine question, parce que j'en ai encore plein, plein, plein en banque. Et on y va Super. au hasard. Et c'est encore une question spécifique pour toi. Est-ce que tu Ah, aurais ah. un ouvrage ou une gamme que tu as trouvé justement particulièrement difficile à traduire? Ouais, des Genesis. Des Ah oui, Genesis, tu as travaillé sur des ouais. Genesis, OK. Ouais, j'ai chapeauté la traduction de De Genesis, qui a été un calvaire. OK. Parce que j'avais une équipe de très bons traducteurs. J'avais Julien Drouet, il y avait Marianne Ferraud qui avait bossé dessus aussi, et puis un autre traducteur. Alors j'ai oublié son nom malheureusement, il me pardonnera. Et donc on partait, si tu veux, avec quand même avec pas mal d'avantages, pas mal d'atouts. Et puis quand on a vu arriver le texte, c'était un texte qui était anglais traduit de l'allemand Ouais, 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 et oui. qui était mal traduit. Et on a pu se rendre compte que la version allemande d'origine, en plus, elle était très ambiguë, alors avec une volonté poétique qui était louable. C'est très sympa de faire un jeu de rôle qui soit poétique, en particulier quand on veut installer l'atmosphère. Et le fait est que sur des Genesis, c'était pas mal réussi, mais c'était extrêmement ambigu et on tombait sur des passages qui étaient très compliqués. Et en plus de ça, les deux livres de base de De Genesis ne disaient pas tout. Il y avait des choses qui étaient à Ben lire entre oui. les lignes, il y avait des secrets. Voilà. Donc c'était vraiment très compliqué et ça a été un travail énorme, énorme à une période en plus où moi je vivais une période conflictuelle dans ma vie personnelle et en plus de ça, j'avais vraiment trop de travail et j'ai fait un burn-out à la suite de Degenesis. Je me suis craché. Donc ouais, ça a été vachement difficile. La relecture a été extrêmement pénible parce que mes pauvres traducteurs, ils étaient confrontés à un texte complexe et en plus de ça, il fallait harmoniser entre eux, euh, alors que le texte lui-même, le texte des bouquins de base, il n'était pas entièrement harmonisé en VO. Donc ça a vraiment été un calvaire. Et donc je m'en suis sorti avec un Ben burn-out, oui, ça n'a pas de bon sens. avec ah ouais, la totale antidépresseur et tout. Ben oui. Et, Ben, et ça a été le début d'un processus où je me suis dit, OK, alors la relecture finalement, c'est pas mon truc. Moi, j'aime traduire, j'aime pas relire ce que font les autres. OK. Et ça a été le commencement de la fin de ma collaboration avec Edge, ouais. OK. Ben oui, surtout en plus que c'est ça, je me rappelle, moi, des Genesis, ça fait un peu partie de ces jeux où j'ai un peu de difficulté parce que il y a énormément d'informations qui est mentionnées dans le livre, mais qui vont laisser sous-entendre que ça va être expliqué plus tard dans d'autres ouvrages. Mais Fait que oui, des fois, tu mais dois oui. juste pas savoir de quoi ça parle, puis tu sais pas comment le faire Mais tourner c'est en français. Je me souviens d'un truc où il y a une histoire de, de coquillages dans le bouquin, et je pense qu'en allemand, ça devait être des huîtres, et c'est devenu des moules en anglais, mussels. Et ça donnait, ça donnait lieu à des phrases grotesques par moment, parce que peut-être qu'en allemand, c'est très poétique, les coquillages, mais là, les moules en français, ça faisait vraiment très, 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 très bizarre. Et donc, le texte le texte devenait, il fallait en plus revoir ça, tu vois, éviter que le texte soit ridicule à la lecture. Je sais pas si on a complètement réussi. Le fait est que, bon, il y a eu une grosse communauté qui s'est organisée autour de Degenesis, donc il faut croire que ça a pas si mal marché. Mais Oui. ouais, c'était compliqué. Oh mon Dieu, oui, ça devait être tellement ce jeu, particulièrement ce jeu en plus quand j'y pense là. Oui. Mais OK, on va y aller avec une autre question, si tu me permets. Ah, Question vas-y. au hasard. OK. Question plus générale. Est-ce Mhm. qu'il y a une gamme,
une gamme de jeux que tu appréciais autrefois, mais dont tu as perdu un peu l'intérêt à mesure que tes goûts évoluaient. Quelque chose qui, au début, tu étais vraiment très friand, mais qui, on va dire, à mesure que tes goûts se raffinaient, tu as perdu un peu l'intérêt. Alors, je sais pas si ça répond vraiment à la question, Mhm. mais Legend of the Rings, ouais, OK. ça a été mon amour de jeunesse. C'était vraiment un jeu. J'avais acheté toute la gamme, j'ai tout revendu. Et, j'ai écrit j'avais écrit des petits passages dans les suppléments français, parce qu'à l'époque, Mhm. Asmodée rajoutait des scénarios, rajoutait des choses, et un de mes grands plaisirs, ça a été de rajouter une citation de Tortue Géniale en douce dans un truc Oh sur mon les Kohan Dieu. Zen. Mais non. Mais si, Ça... si, si. Dans le truc, c'était la voix de Shinsei. J'avais rajouté ça dedans. Donc, j'étais ultra fan. Et donc j'ai fait une partie de la première édition, deuxième édition, troisième édition, quatrième édition. Et à force de passer toutes ces éditions en revue, euh, il y a un moment où le jeu se renouvelle pas suffisamment pour que tu lui conserves un intérêt. C'est-à-dire la dernière édition était vraiment très bien, celle avec les dés bizarroïdes, Mhm. mais techniquement un peu difficile à la table. J'ai trouvé un peu, alors au niveau du contexte de l'histoire, ouais, c'est sympa, mais bon, voilà, je disais à mon pote Mike Praetorius, tu sais, j'ai quand même traduit 3 fois le l'almanach de Rokugan, la géographie de Rokugan. Mhm. Au bout de 3 fois, tu peux plus quoi. Tu te dis, il faut que ça change radicalement ou je peux plus accrocher. Et du coup, cette dernière édition, ça a été un peu des adieux avec la gamme. Peut-être que la prochaine édition va me convaincre d'y Mhm. revenir, mais je crois que l'impression d'avoir fait le tour, tu vois. C'est pour ça Ouais, que mais j'ai tout revendu. c'est ça que j'allais dire, c'est que je dirais après 3 fois, tu dois connaître la géographie de Rokugan, tu dois bien, Ouais, ouais. t'y placer, là. Fait que oui, c'est Et une puis, question de besoin de nouveauté ou on va dire, c'est de ça. renouveau. Ouais. C'est ça, l'envie de voir d'autres choses. Et puis là, il y a un tel foisonnement dans le jeu de rôle. Alors, Mhm. même si tu t'intéresses à un seul courant, tu t'intéresses à l'OSR et tu te rends compte que l'OSR, mais c'est incroyable. Enfin, je regarde sur les sites, les gens qui achètent un petit peu tout, tu sais, qui font tous les financements participatifs. Je me dis, mais comment ils font? Ils n'ont jamais le temps de tout lire, c'est pas possible. Mhm. Il y a tant de choses qui arrivent. Et alors, d'une qualité souvent extraordinaire, parce que c'est très différent, par exemple, de l'époque de la troisième édition de Donjons et Dragons, où à un moment tu as eu le même genre de foisonnement. Tout le monde voulait faire un truc, un supplément D20 ou un supplément troisième édition, et puis à la fin, bah, tout se ressemblait, tout était un petit peu semblable. Il y avait très peu de choses qui ressortaient du lot. Et d'ailleurs de cette époque-là, je suis pas sûr qu'énormément de choses aient perduré, excepté Pathfinder. En dehors de ça, voilà, moi j'ai pas énormément de souvenirs de choses qui soient restées. Mais aujourd'hui, c'est incroyable, quoi. Je suis, je suis épaté. Mais Donc voilà. trouves-tu que la cinquième édition vit un peu présentement le même processus que la troisième, justement, que tout le monde veut un peu le morceau du gâteau et qu'éventuellement ça, ou peut-être même Ouais. actuellement, selon ton point de vue, c'est devenu un gros bouilli d'un peu n'importe quoi, là? Alors, peut-être pas de n'importe quoi, mais de choses tellement génériques. Alors, je peux pas porter de jugement dessus parce que derrière moi, j'ai tout le passé de rôliste. J'ai Mhm. vu plein de trucs, j'ai lu plein de trucs, j'ai essayé plein de trucs. Donc, bah, quand on me propose quelque chose que j'ai l'impression d'avoir déjà vu, euh, ouais, je suis un peu blasé. Mais si ces choses-là, je les découvrais en ayant 15 ans, si c'était mon premier jeu de rôle, peut-être que ce serait extraordinaire. Juste, j'ai trop de filtres maintenant qui se mettent en place pour profiter réellement de ce genre de contenu-là. Donc, c'est difficile de porter un jugement, même si bah, j'ai vu passer des produits vraiment pour la cinquième édition qui étaient vraiment très très chouettes. Des campagnes, alors j'ai plus le souvenir, mais la campagne qui a traduit Arcane avec le truc un peu gréco, Ouais, mythe ouais, ouais. grec, l'Odyssée des L'Odyssée du Seigneurs Seigneur des Dragons. Anneaux, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça c'était vraiment très chouette. Je l'ai parcouru en diagonale, mais je trouvais le truc vraiment bien foutu. Voilà, mais bon, il y en a tellement, tu peux plus suivre, quoi. Non, C'est, c'est sûr. C'est sûr, il y en a trop beau, il y en a tellement, ça s'arrête plus. Parfait.
On y va avec une prochaine question. Euh, OK, question spécifique pour toi. Qu'est-ce que tu trouves, en fait, le plus difficile et facile à traduire entre ce qu'on va dire l'intention que l'auteur veut donner à son jeu, les règles du jeu en question, ou encore plus la plume littéraire que l'auteur veut apporter aussi à son jeu? C'est la plume littéraire, hein. OK. Parce que l'in- alors l'intention, je dirais dans le jeu de rôle, contrairement au roman, par exemple, l'intention est manifeste. Parce que, par exemple, dans Monster Hearts deuxième édition, tu as un avant-propos qui t'explique pourquoi le jeu a été écrit, dans quel but, quelle est la ligne directrice du jeu. Dans un roman, tu as pas ça, c'est vraiment débrouille-toi, voilà, on comprend comme tu veux. Mhm. En revanche, le style littéraire, le problème en fait, c'est que chez beaucoup d'auteurs, le style littéraire, il est foireux. Il fonctionne pas. Il y a des choses qui fonctionnent, par exemple en VO, parce que il y a une sorte de euh, comment dire. Alors, pour employer un mot vraiment à la con, de scansion dans la langue anglaise. Le fait de scander des choses. Ah, OK, Tu OK, sais, OK. quand tu dis, voilà, c'est un peu, ça se rapproche un peu du style des romans épiques, où Mhm. tu vas dire tout le temps, par exemple, dans l'Odyssée, on va te dire l'aurore aux doigts de rose à chaque coup. Et puis dans certains jeux de rôle, tu as des trucs comme ça, le ciel nocturne, le Seigneur des ténèbres, tu vois, tu as ces espèces de passages obligatoires qui deviennent un peu des stéréotypes et rares sont les auteurs de jeux de rôle qui arrivent à s'extraire de ces stéréotypes pour produire quelque chose de réellement efficace. Et au contraire, tu as des gammes, par exemple Dungeon Crawl classique, qui ont un petit peu un côté facétieux vis-à-vis de ça. Mhm. Et qui te racontent le truc justement avec des gros sabots, en utilisant à chaque fois le coup du Seigneur des Ténèbres, le mage Mhm. maléfique et malfaisant dans sa pernicieuse demeure, enfin bon, tu vois, ce genre de truc. Mais avec Dungeon Crawl classique, tu sens qu'il y a un recul et que ça me rappelle quand mon grand-père me racontait des histoires, tu vois. À la fin de ces histoires, mon grand-père, il disait toujours, alors ça ratait jamais, ça se finissait par un mariage, hein. Donc, fin de l'histoire, il y avait un mariage et il y avait beaucoup d'invités, on mangeait bien et tout. Et il me disait, et Sandy, est-ce que tu sais qui est-ce qui jouait de la musique au mariage? Et alors moi, évidemment, à chaque fois, je disais, oh non, qui c'était? Et mon grand-père me répondait, eh ben c'était moi, c'est pour ça que je connais l'histoire. Bon, alors, je me doute bien que mon papy n'était pas allé fêter les noces de Tarzan, du roi Arthur et compagnie, hein. Mais, mais là, pour le coup, la méthode fonctionnait. Et dans le Dungeon Crawl classique, il y a ce truc-là. Il y a ce truc où on te dit, bon, vous voyez, vous êtes de connivence avec moi. Oh, ouais. On- et ça commence comme ça. Les modules commencent par ce truc où on te dit, vous vous souvenez, les vieux modules où il fallait aller dans les souterrains, il fallait tuer le dragon à la fin, etc. Et ben c'est pareil. Et cette connivence fait que là, ça fonctionne. Mais il existe d'autres gammes où c'est fait de manière maladroite. Par exemple, dans la gamme Star Wars de FFG, Mhm. tu as des textes d'ambiance qui sont systématiquement très très mauvais. Il y en a vraiment bien peu que j'ai apprécié de relire ou de traduire. Mais c'est assez mauvais parce que on sent que c'est entre la fanfic et le type qui veut un peu se la péter, tu vois, en rajoutant des éléments de l'univers Star Wars pour Ouais, te oui. dire wink wink, tu vois, on est bien Ouais, dans oui. Star Wars. OK. Mais Et, et, est-ce que je et suis ça curieux, marche pas pour moi. est-ce qu'à ce moment-là, tu traduis comme, on va dire, pas nécessairement mot pour mot, mais est-ce que tu traduis vraiment dans le sens que la personne le désirait ou tu te laisses le plaisir un peu de vouloir réajuster un peu le tout pour que ça sonne peut-être un peu moins Eh ben, rugueux, on va dire. on- bien souvent, on essaie de polir justement le texte, OK. d'apporter un petit peu. On le remanie quand on voit vraiment que c'est très très maladroit. Il y a un moment où on n'hésite pas à remanier.
voire à faire sauter des petits passages parce que tu te dis bon, le type il nous a dit ouais, et il regardait la lune gibbeuse dans le ciel nocturne. Bon, ça va, il a dit déjà 3 fois. La quatrième, on peut passer. Il y a des fois où tu ne vas pas te le permettre parce que tu te poses la question. Alors un truc, le conseil que je donne aux traducteurs, ne jamais s'imaginer justement qu'on est plus futé que la personne qu'on traduit. Hmm. Parce que dès que tu commences à traduire en te disant oui, mais alors c'est moi le traducteur, je sais quand même ce que je fais. Bon, là, il raconte quand même des conneries. Euh, il y a quand même une chance que ce soit toi le con dans l'histoire. Parce que peut-être que justement, c'est un effet de style. Et peut-être que tu es passé à côté. Peut-être que justement, le fait d'utiliser tout le temps les mêmes mots, ça a un sens pour l'auteur. Peut-être que tout simplement, eh ben, toi, tu as commis un contresens et tu n'as pas bien compris Mhm. le sens de la VO. Donc, c'est assez marrant parce que on est sur la corde raide entre l'humilité où faut respecter l'intention, il faut respecter le texte d'origine, et puis la nécessité d'orgueil. Il faut que tu puisses te dire à un moment, je suis là pour adapter les choses, mais je suis aussi là pour les rendre encore mieux si je peux en français. Si j'arrive à les rendre parfaitement comme elles étaient à l'origine, c'est très bien. Mais si j'arrive à leur donner un petit peu plus de, tu vois, de pizzazz, euh, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est un truc. Enfin, moi, c'est un truc, c'est ce que je trouve le plus difficile. Savoir, il y a des auteurs, quand tu vas arriver le nom de l'auteur, tu te dis, OK, donc là, c'est un nom, par exemple, c'est un nom dont j'ai lu plusieurs romans. Je sais que ça va bien se passer. Donc, je sais que immédiatement, je suis en mode humilité et tout. Quand c'est des auteurs que tu connais pas et qui commencent d'une façon un peu ambiguë, là, tu te dis que ça va être acrobatique, la traduction. Oui, ben oui, surtout que Et- quand j'y pense, pour faire justement écho à ce que tu mentionnais concernant Dungeon Crawl Classic, c'est qu'il y a souvent une grosse part d'autodérision dans la manière que c'est écrit. Et j'imagine que pour quelqu'un justement qui n'est pas habitué à la traduction, tu peux complètement ne pas voir ça passer. Là, ça peut complètement Mais oui. ne pas être clair à tes yeux que c'est de l'autodérision, effectivement. Mais ça a l'air pas pire ce jeu-là. Faudrait que je regarde c'est quoi. Euh, on va y aller avec une prochaine question, si tu me permets. Alors, vas-y, vas-y. Question plus générale, très très courte. Ta dernière surprise ludique. Le dernier jeu que tu as lu, que tu as fait, oh, ça c'est merveilleux. Alors, attends que je dise pas de conneries. Hmm? Euh, il y a eu Land of Him, dont Hmm. j'ai reçu Oui. le PDF. Et, mais alors là, c'est complètement subjectif parce que c'est euh, c'est ce jeu où, tu sais, c'est comme si tu entrais dans une boutique et dans ta tête, tu te dis, alors j'aimerais bien un jeu qui soit comme ci, comme ça, illustré. J'aimerais bien un jeu qui soit un mélange de Monty Python, des Muppets et d'Excalibur, avec des illustrations un peu cartoony façon années 80-90. Et j'aimerais bien que ce soit pas trop écrit. J'aimerais bien que ce soit surtout des facts. Tu vois, je veux que ce soit assez condensé. Et là, tu arrives dans la boutique et paf, il y a ce jeu-là. Et ben, ce jeu-là, pour moi, c'était Land of Him. C'était ahurissant, comme c'était le jeu que je voulais lire. Et du coup, ça a été une grosse surprise. Et l'autre bonne surprise, voilà, ça me revient, c'est un petit jeu qui s'appelle Horreur Liminal Ah et oui. qu'on m'a conseillé. Oui, oui, ça me dit quelque chose, ça aussi. Ça te dit Oui. quelque chose? Oui. Et ça a été, je travaille toujours dessus, un dossier sur les jeux d'horreur. En fait, j'aimerais bien faire Oui. un truc sur les 10 meilleurs jeux d'horreur. Et du coup, je suis tombé dans le rabbit hole et, et je lis, je défriche dans tous les sens et j'avance pas. Mais c'est passionnant. Et Horreur Liminal, je m'attendais pas à ce que ce soit si bon. Et en plus, il y a un scénario qui se passe dans un centre commercial. Oui, de Et mal. C'est. voilà. Et il est incroyable celui-là. C'est. Il est fait. Mais qu'est-ce que alors?
qu'est-ce qu'ils ont dans l'horreur avec les centres commerciaux? Parce que tu as The Mall, tu as un jeu français, je sais plus comment il s'appelle, avec un centre commercial. Tu as une extension pour je sais plus quel jeu d'horreur aussi qui se passe dans un centre commercial. Mhm. C'est peut-être un héritage du film Zombie, tu vois, mais je crois que c'était Zombie, hein, quand ils sont dans le centre commercial. Oh, yeah, ben, Avec, ouais, Dawn of the Living Dead, là, ouais, ouais, je pense que c'est ça. ouais, il me semble qu'en français Ouais. c'était tout bêtement Zombie. Et ouais, voilà, Mais moi j'adore le principe. Je- je pense que c'est peut-être, puis là, je vais m'aventurer je m'aventure sur un terrain que je connais un peu, mais en même temps pas tant. Mais je pense qu'il y a un aspect, surtout pour l'horreur liminale, il y a un aspect très liminal dans les longs corridors de centres commerciaux vides et inhabités et tout ça, là. Hmm. Mais pour les autres jeux, je ne pourrais pas dire, mais c'est sûr que c'est très fort aux États-Unis, puis même au Canada, au Québec, là, les centres commerciaux ont eu une très forte époque dans les années 80, puis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui c'est juste des gros bâtiments abandonnés, là. Donc, Hmm. il doit y avoir peut-être un lien avec ça. Mais je pense aussi que tu avais commencé à lire, en fait, tu as lu au complet, puis tu as même joué à Shivers, je crois. Shiver que tu avais Oh joué. oui. Oui. Oh oui, ça aussi. Alors, tu vois, mais en fait, j'ai découvert plein de trucs en faisant ce fameux dossier. Mhm. J'ai lu aussi A Town Called Malice, Oui. est, alors, c'est tout ce que j'aime, encore une fois. Et alors, Shiver, c'est un truc, je l'ai trouvé formidable parce que il est tout simple. C'est un jeu qui est super généreux, qui te dit, alors voilà, on a une mécanique qui va tout résoudre. Et on va pas en rajouter des caisses autour. Alors, tu as quand Mhm. même tous les avantages des personnages et tout. Mais moi, je l'ai testé justement. C'était ma première partie de jeu, donc j'ai maîtrisé comme je fais toujours, c'est-à-dire, allez hop, on y va, on se lance dedans et on voit ce qui se passe. Et je me suis trouvé face à un système que tu peux adapter à tout parce qu'il est tellement simple, tellement ludique, tellement efficace. Et dans ce livre de base, tu as tout, quoi. T'as les zombies, les vampires, les loups-garous. C'est vraiment le truc pour faire l'horreur classique, tu vois, qui Mhm. fonctionne. Et du coup, on a fait le premier scénario donc avec mon épouse et un de mes beaux-fils. Et on s'est beaucoup amusé. Donc là, ils ont refait des personnages et on va essayer de faire une campagne cette fois-ci maison parce que le système est vraiment très chouette. Je désespère pas. Mathieu Sainteau m'a dit que il avait parlé aux auteurs qui sont deux frères Oui. et il m'a dit qu'il allait me filer leurs coordonnées. Donc je désespère pas Pour une de leur traduction. passer un petit mail. Ah bah ouais. Oui, ouais, définitivement, OK. Parfait. Mais oui, moi, j'ai beaucoup aimé ça aussi. En fait, j'ai vraiment trouvé qu'il avait utilisé, qu'il avait comme filtré le concept de l'utilisation des dés, justement, un peu bizarroïdes, mais à leur strict minimum, mais c'est tellement juste efficace, là. C'est tellement juste bon. C'est Il peut pas ça. faire plus simple que ça à ce niveau. C'est ça. Ouais, Et j'avais. ça reste, c'est simple sans être chiant, quoi. Ouais. Sans Oh être, oui. sans être ce truc où tu lances le dé, tu dis, Ouah, il faut que je fasse 13, il faut que je fasse 14. Là, tu as ce truc où tu vas lancer les dés donc pour voir si les symboles correspondent. Il faut que tu regardes des symboles strange pour voir s'il se passe pas quelque chose de Mhm. bizarre. Les symboles de chance pour voir si il va pas se passer un truc. Et puis des fois, quand tu vois que c'est pas le bon symbole, mais c'est que que d'autres symboles. Là, ça te stimule l'imagination en tant que MJ et tu te dis, OK, là, bon, il voulait faire un truc avec les symboles de vigueur, enfin, le truc physique, quoi. Et il a obtenu que des trucs intelligents. Alors, il n'arrive pas à réussir son truc, mais hop, le personnage, tu vas lui dire, bah, tu as une intuition, c'est qu'il aurait mieux valu que tu fasses autrement. Mhm. Et Ah moi, non, ça a été un support d'improvisation mais formidable, quoi. ouais. Voilà, j'ai adoré ce jeu. Bon, ben, j'ai très hâte de le voir arriver en français pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et juste, je te le dis à toi, là, parce que je n'ai pas parlé encore à personne, mais Land of c'est bien comme ça qu'on le prononce. Comment qu'on le prononce? C'est Alors, Land moi, of, je le prononce im, ah mais ouais, je sais pas ouais, si ça se prononce. Land of Je le Im. prononce à l'anglaise. Ouais. Je sais pas. J'essaie de m'arranger pour que quand je vais recevoir le tout, là, j'ai fait des tests tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais une autre journée, j'ai positionné ma caméra d'une certaine manière. En tout cas, j'essaie de faire des tests pour pouvoir enregistrer une critique, mais avec justement une marionnette. Une marionnette qui va parler pour faire la critique. C'est bon, ça. Ouais. C'est bon, ça. Mais c'est difficile, c'est vraiment difficile à organiser à Alors, l'ergonomie.
Tu me piques l'idée parce que parce qu'en fait c'est ce qu'on voulait faire à une époque où on avait fait une petite émission Jet d'initiative, il y a eu six épisodes et après on n'avait plus le temps et je voulais absolument faire ça aussi à un moment avec une marionnette pour parce Ben que oui, je mais trouve ça tellement rigolo. c'est tellement à propos Mais pour ce oui, jeu-là, là. Parfait. Bon, mais oui, c'est obligatoire. on va y aller avec une autre question. Euh, OK, ben, vois-tu, si on enlève, c'est encore pour toi, mais si on enlève les jeux qu'on vient de parler toutefois, un jeu de rôle que tu aimerais voir traduit en français, en fait que la communauté francophone puisse en profiter, quelque chose que peut-être que ça fait longtemps que c'est sorti, ou peut-être que c'est très récent, mais quelque chose que tu t'es dit, ça un jour, il faut que ça soit traduit pour que les gens puissent avoir accès. Ouais, Unknown Armies. OK, Euh, oui, 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 oui. parce que alors pour moi c'est le jeu de rôle le mieux écrit. Là pour le coup, en termes de style, d'intention, de cohésion aussi entre le style et l'intention. Pour moi il est parfaitement écrit. C'est un jeu extraordinaire. Euh, il a été traduit, je crois que c'était la seconde édition qui avait été traduite en français par Julien Blondel et je crois que Jérôme Vivas avait travaillé dessus à l'époque. Mhm. C'était une belle tentative. Et puis là, il y a la troisième édition. Elle mériterait effectivement une version française. Maintenant, mon gros souci avec le jeu, c'est que il est très difficile à traduire en vrai. Il est OK. vraiment très compliqué à traduire. Pourquoi? Euh, parce que justement, c'est pas un jeu, c'est pas une écriture simple. Il y a vraiment OK. des choses entre les lignes tout le temps. En termes de mécanique de jeu, ça va passer crème. Mais bien que, même dans les mécaniques de jeu, il y a énormément d'expressions idiomatiques, de références culturelles aussi qui sont parfois américano-américaines. Et en France, ça risque de donner beaucoup de travail aux traducteurs. Donc voilà, bonne chance à ceux qui s'y frotteront. Moi, j'avoue qu'à moins d'être payé très cher, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je veux pas toucher au non-armis parce que il est voilà, il est parfait. Pour moi, c'est le meilleur jeu du monde et j'ai pas envie de mettre mes sales pattes dessus pour le dénaturer. Alors maintenant, si j'avais beaucoup de temps, donc si j'étais payé très cher pour ne faire que ça pendant très longtemps, ouais, je m'y essaierais peut-être. Mais pour le moment, et alors je doute qu'en France le public soit suffisamment vaste pour ce jeu-là Mhm. parce qu'il est vraiment il est tellement particulier. C'est un truc, tu peux pas le décrire parce que si tu parles d'urban fantasy, c'est un petit peu ça. Si tu parles d'horreur, c'est un petit peu ça. Si tu parles de magie, c'est un petit peu ça aussi. Euh, voilà, C'est vrai que c'est il difficile est à décrire. vraiment. C'est vrai que c'est difficile à décrire comme Ouais, jeu. Oui, c'est, et je sais plus qui me l'avait décrit, je crois, en me disant, ouais, c'est un jeu d'urban fantasy. Je m'étais dit, mais non, c'est pas du urban fantasy. Puis en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, ah, il y a quand même moyen, il y a quand même moyen que ce soit de l'urban fantasy avant. Donc c'est très compliqué et c'est un peu comme le Sandman quand il Hmm. était sorti en France à l'origine, donc c'est il y a très longtemps. Je crois que c'était dans les années après sa parution aux États-Unis, dans les années 90. Il y a une maison d'édition qui avait traduit quelques volumes. La traduction était pas fameuse, il faut l'avouer. Mais ça n'avait pas marché du tout parce que le public était pas prêt. Et puis là, il y a une retraduction chez Urban Comics. Et là, par contre, c'est Patrick Marcel, donc le traducteur qui fait Game of Thrones en français. Donc c'est qui a traduit aussi du Terry Pratchett. Enfin, je veux dire, c'est une pointure quoi. C'est un vrai de Mhm. vrai celui-là. Et là, il a fait une meilleure traduction. Et puis avec la série télévisée, bon là, d'un seul coup, il y a plein de Français, de francophones, enfin de gens qui sont exclusivement francophones, qui se découvrent la passion du Sandman. Mais tu vois, la première édition, ça date des années 90, on est en 2023. Voilà, 30 ans, c'est c'est long, mais parfois c'est ce qu'il faut attendre pour qu'un jeu trouve vraiment son public, n'importe quelle œuvre hein, trouve vraiment Mhm. son public en France. D'autant que les Français sont quand même, on est des chieurs en vrai. Ben, je sais pas. Non, non, pas à ce point-là. Mais je comprends ce que tu veux dire, par contre. Je comprends très bien ce que tu veux dire, dans le sens que Ouais, il y a une question
c'est culturel dans le sens que des fois, il va y avoir un aspect qui va être très ancré justement dans, on va dire, le monde anglophone qui n'est pas encore bien implanté dans la francophonie et vice-versa, faisant en sorte que de temps en temps, ça va pas nécessairement très bien se Mm. transposer l'un à l'autre. Puis des fois, on le voit aussi dans le jeu de rôle, tu sais, des jeux de rôle qui sont très, Mm. très, beaucoup plus populaires en France pour leur thème ou pour leur style que tu le sais qu'en anglais, exemple aux États-Unis, ça prendrait très peu, la sauce prendrait mal, là. Donc, Mm. des fois, c'est une question de temps et de timing, comme tu l'as dit tantôt, au bon moment, au bon endroit, là. Mm. Mais Mais si il tu me faut que, permets, oui, 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 vas-y. je t'en prie. Non, non, Je vas-y, vas-y. pense que pour ces choses-là, il faut que les fondations aient été posées. Tu vois, par Ouais, exemple, le Sandman, il y a beaucoup de références à Narnia notamment. Donc je sais plus comment s'appelle le premier livre, c'est le lion, c'est le lion, le l'armoire et la placard. sorcière. Ouais, c'est ça. Ouais, Oui, c'est ça, le lion, le placard et la sorcière. ouais, Et, euh, et ça, en France, on l'avait jamais eu. Il y a eu un dessin animé qui est passé une fois à la télé quand j'étais tout petit. ok. Mais sinon, tu vois, Narnia, Louis, ça fait vraiment pas partie du paysage culturel français. Et puis d'un coup, il y a eu les films. Et je pense qu'une fois que tu as vu Narnia, tu commences à avoir les premières briques Lego, tu vois, pour construire le Sandman dans ta tête. Et si tu n'es pas passé par un certain nombre de ces étapes-là, Sandman, ça va te passer quand même vachement au-dessus de la tête parce que enfin, c'est un foisonnement de références culturelles tout le temps. Et bon, voilà, si t'en as aucune, c'est vachement difficile. Là, voilà, là, la fantasy a quand même gagné beaucoup de terrain pendant les 20-30 dernières années. Donc là, des trucs comme Sandman peuvent désormais accrocher le public français. Mais la fantasy, ouais, dans les années 90, c'était super pauvre. Il y avait Mhm, peu de choses, quoi. mhm. C'est vrai, c'est vrai. Puis même que, je veux dire, Voilà, je même au digresse Québec. comme un malade, mais Non, 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 mais non, mais c'est super. Pour oups, moi, je trouve ça super intéressant. je suis coupé. Ouais, non, t'es gelé un peu, mais ça va revenir. Tantôt, ça l'a gelé aussi. T'as juste l'air concentré sur la discussion. Ah, Ah, et voilà, t'es revenu. alors attends, attends. T'es revenu. Ouais, j'ai eu une petite coupure. Ça m'arrive, j'ai des petites coupures d'internet par C'est moment. vraiment pas Donc grave. je t'ai vu. C'était rigolo parce que je te voyais les yeux fermés. Je me suis dit, j'ai réussi à l'endormir. Ça y est, je suis parti. Je suis dans ça. C'est fini. Mais malheureusement, par exemple, Cindy, le temps passe très vite, puis on a malheureusement le temps pour seulement une dernière question. Parce que je vois le temps Oh, ben passer, vas-y, il n'y a pas de voilà, puis souci. parfait. Fait on y va au hasard. Dernière question que je pige, et ça va être celle-ci. Est-ce que tu as, c'est intéressant, mais c'est une question générale, est-ce que tu as un style de prédilection ou un thème que tu aimes constamment voir apparaître dans tes parties? Est-ce que c'est des thèmes différents que tu sois joueur ou maître de jeu? Ou est-ce qu'il y a une ambiance ou même plus médiéval fantastique, science-fiction, horreur ou autre? Je serais curieux de savoir. Alors, j'aime bien. Alors, d'une part, j'aime bien les choses que tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire que j'ai pas envie à la table d'être obligé d'expliquer des choses. Par exemple, un contexte très compliqué. Alors, tu penses avec les gens des 5 anneaux, c'était vachement compliqué de Mhm. jouer à ce jeu-là parce que tu es obligé d'expliquer des trucs. J'aime pas trop les jeux historiques. J'aime bien quand on n'a pas besoin d'expliquer. Donc, il y a deux styles de jeu qui se prêtent très bien à ça. C'est le contemporain et la fantasy, le médiéval fantastique, parce que Mhm. la fantasy, c'est un peu tout est possible. Voilà. Donc voilà. Mais s'il y a un truc que j'apprécie en particulier dans les parties, c'est les huis clos. C'est ces scénarios qui se passent vraiment dans un lieu spécifique. Et alors, pas forcément une prison ou une chose pareille, mais que tout soit ramassé au même endroit. Et je sais que voilà les scénarios dont je me souviens le plus, ceux que j'avais fait avec les copains il y a très très longtemps, ceux où on s'est le plus amusé, c'était ces scénarios-là où on a l'impression de courir dans tous les sens et on a l'impression que toutes les solutions, toute l'intrigue, tout ça, c'est au même endroit. On va pas se disperser très très loin. Voilà, donc tout va se passer dans le même la même unité de lieu en fait. C'est un peu théâtral, mais mais voilà. Donc en général c'est ça. J'aime bien la fantaisie en général parce que l'avantage de la fantaisie aussi, c'est que ça réunit toutes les générations. Mhm. Autant quand tu fais un jeu de rôle contemporain, si tu as des joueurs adultes et des joueurs ados à ta table, le monde va être différent à leurs yeux parce qu'ils n'ont pas la même expérience de vie.
La fantasy, l'avantage, c'est que quel que soit l'âge des participants, il y en a aucun qui a vu un dragon. Ouais, Donc, donc toi, quand tu vas expliquer le dragon, normalement, ils vont tous le voir à peu près pareil, ou enfin, en tout cas, ils vont voir une bonne partie de la même façon, quoi. Donc c'est, ouais, j'aime bien la fantasy quand même. C'est un ok. truc qui est, puis et puis la fantasy, c'est chouette parce que j'aime bien aussi les scénarios où on sait qui sont les gentils, qui sont les méchants. Voilà. Très, très dichotomique. Ouais, Ah oui, oui, moi, je ouais. suis resté côté obscur, côté Bon, lumineux. regarde, c'est bien correct comme ça. Mais je suis juste curieux pour vrai, en terminant, je suis juste curieux. Est-ce que tu en aurais un à me mentionner ou à me proposer dans les scénarios que tu dis justement plus huis clos d'un jeu précis que tu as fait, ah, ce scénario-là, dans un espace Alors, fermé, je l'ai trouvé incroyable. ce serait vachement difficile à dire parce que c'était surtout des scénarios perso, mais OK. il y en a un très très bien je crois que c'est dans One Shots de Non Armies, où c'est des types qui viennent de s'évader de prison, et puis ils arrivent dans une maison, ils prennent les gens en otage, et voilà. Et donc ça, c'est le scénario. Et évidemment, manque de chance, parmi les gens qui prennent en otage, il y a un type qui a un pouvoir très très particulier, avec sa femme qui est très très particulière, dans une maison très très particulière. Et tu te dis que la façon dont les personnages sont expliqués, parce que c'est des pré-tirés évidemment, leurs objectifs, tout ça, tu sais que ça va être merveilleux, ça va finir de façon forcément tragique, mais ça va être merveilleux. Voilà. Donc celui, alors je me souviens plus comment il s'appelle, mais ouais, c'est dans One Shots. Je me souviens plus du titre du scénario. De toute OK. façon, le supplément One Shots, il est vraiment très 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 bon. OK. Je vais aller voir ça parce que pour le vrai, tu vas juste le dire, puis ça me titille mon intérêt. C'est le genre de choses que j'apprécie aussi beaucoup. Fait que, hey, Bon, bah malheureusement, c'est chouette. c'est tout le temps qu'on avait. Déjà, l'heure a passé très rapidement. Et oui, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandy. merci à toi. Ben, écoute, ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. J'ai trouvé ça en fait super intéressant tout le parcours, puis aussi également on va dire, le quotidien et la réalité de ceux qui peuvent traduire, les traducteurs et traductrices d'ouvrages. Et j'espère que tu as apprécié aussi ta venue. Et si Oui, jamais on a d'autres occasions de discuter de d'autres sujets ou autres, peut-être même, parce que là, tu m'as mentionné ton histoire d'article pour les jeux d'horreur, puis c'est assurément le genre de choses qui va m'intéresser, mais on se oui, oui. tiendra au courant. Pour les personnes qui nous écoutent, je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, eh bien, on se dit à la prochaine. Au revoir. Bye bye.